Bruxelles en traverse, par ses voix et ses histoires, avec la STIB. Fugue poétique, chronique militante de Kinshasa à Bruxelles, c'est l'écrivaine et slameuse Reissa Yoali que nous rencontrons pour ce nouvel épisode qui débute en plein cœur de la ville, à la gare centrale où nous avons rendez-vous. On écoute tout de suite l'interview. J'aime beaucoup, déjà le hall de la gare centrale, je trouve assez impressionnant, c'est des lieux de passage et ça raconte quand même une certaine histoire de Bruxelles parce que j'ai l'impression que les gares ou certains lieux comme ça, il se passe toujours, c'est comme si c'était un peu en marge de la ville alors qu'en fait c'est ancré pleinement dans la capitale, etc. Mais il y a un endroit un peu espace marginal ou espace à part, alors qu'on est en plein cœur de l'urbain, et ça, je trouve ça intéressant. Et j'aime bien l'idée aussi de lieux de passage, de lieux... pas besoin d'aller jusqu'à l'aéroport pour se dire, en fait, je regarde le tableau de bord et je pourrais aller n'importe où, mais je fais souvent les mêmes trajets, quoi. Donc oui, je traîne quand même souvent dans cette zone-ci, quoi, de la ville. Il y a un café que j'aime beaucoup et dont je parle notamment dans le recueil qui s'appelle Le Soleil, qui est tenu par Momo. Et je trouve que c'est aussi une figure un peu emblématique de Bruxelles. D'ailleurs, ça me fait penser, je voulais te faire lire un passage, je sais pas si t'es ok, justement qui fait écho à ça. Donc ton livre, il s'appelle Les 1000 seuils de Bouzou Jeannot, et le passage s'appelle justement Momo. Je sais pas si tu peux nous le lire. Non, à fond, on peut y aller. Je suis un corps qui file dans un ventre nuit, sur un vélo fauve qui tout saute, ça rouille et ma selle tient à peine. J'adore le moment d'escalader Bruxelles, le vent dans les manches, qui lèche aussi ton ventre. Espace-temps indéchiffrable, une éternité d'heures bleues. C'est comme si je traversais la 3e dimension, pile au moment où les réverbères s'éteignent en éternuant. Il est encore tôt ou bien trop tard. Les naufragés de la dernière fête ont échoué chez Momo, dans un bruit joyeux, de cortège joyeux, qui réclame d'affonner le fond de nuit. L'aube n'est qu'une ligne nocturne. Merci beaucoup Reissa. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit mot sur cet extrait ? Ouais, c'est un peu les fins de soirée. C'est aussi des moments assez... Il y a une artiste qui est vraiment, que je trouve vraiment intéressante aussi, qui en parle très bien. Elle s'appelle Mélina... Oh, j'ai oublié son nom de famille. Mais elle a beaucoup travaillé, fait pas mal de performances sur le milieu de la nuit, etc. Et j'aime bien ce qu'elle disait les milieux de la fête aussi. Et j'aime bien ce qu'elle disait de la nuit, de dire mais en fait c'est un peu comme les gares finalement. Les gares incarnent ça en termes d'espace, mais la nuit incarne ça en termes de chronologie et de temps. C'est un peu hors du monde. C'est comme si c'était un moment suspendu comme ça. Durant la nuit, tout peut se passer. Et donc ces moments un peu incroyables de fin de soirée, où on rentre un peu à l'aube, il y a... Ouais, c'est ce que je dis dans le texte, c'est comme traverser une autre dimension parce que c'est comme si tout pouvait être possible à ce moment-là. Et je trouve aussi que forcément la ville se transforme aussi. Il y a un rythme de journée, des corps qu'on voit la journée, des familles, etc. Ici, on voit beaucoup de personnes qui sont de passage parce qu'ils vont... les nafteurs, par exemple, etc. Et puis, en fait... les fêtards qui rentrent, c'est autre chose aussi. Les discussions qui se font à ce moment-là, c'est... Ouais, il y a une toute autre énergie que j'aime bien. Et ce texte, je pense qu'il a envie de parler un peu de ça. Et il est donc extrait de ton livre, Les 1000 seuils de Bouzou Jeannot, qui vient de sortir. C'est ton premier recueil, je pense. C'est ça. Il y a pas mal de textes très différents. Il y a des poèmes, des chroniques. Il est vraiment très beau. Merci Thomas. Et est-ce que tu pourrais nous en parler ? Il est né comment, en fait, ce livre ? Je pense qu'il y avait à la base, j'ai commencé par la poésie en étant ado. Et j'ai l'impression que c'est un départ pour beaucoup de personnes. Si je peux faire un parallèle avec le cinéma, au début on rêve tous de se dire ouais, je vais faire un long métrage, comme si c'était simple, alors qu'en fait ça requiert quand même énormément de travail, de technique, etc. Et puis en fait on néglige un peu la première étape, la première marche qui est le court-métrage, alors que les courts-métrages sont hyper intéressants. Écrire un bon court-métrage, c'est compliqué. Et donc voilà, on peut, en littérature, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, ces différentes étapes. Il y a la poésie, et puis après, qui est une forme singulière et complètement à part, propre à elle-même. Mais moi, je l'ai vraiment vu comme un premier échelon de comment je jette toutes mes pensées sur papier sans que ça ait besoin d'être ordonné, etc. Et le roman, ça me semblait vraiment quelque chose d'inaccessible. Et là,
j'ai trouvé une forme d'entre-deux comme ça, de dire mais en fait les chroniques, les petites nouvelles, c'est des choses que j'aime énormément parce que ça se lit vite déjà, et moi j'aime bien les choses qui sont rapides, et en même temps il y a plus d'espace pour s'épancher, il y a plus d'espace pour approfondir peut-être certaines réflexions ou certaines idées qui pourraient émerger d'un vers par exemple. Et donc j'avais vraiment cet entre-deux-là me plaisait pour ça, de dire c'est pas aussi long et c'est pas un travail de longue haleine, on va dire. Donc ça correspond à ma manière d'écrire, qui est écrire vite, écrire dans le moment présent, choper un peu l'instantané comme ça. Et en même temps, j'ai l'espace quand même de pouvoir creuser certaines choses. Voilà. Toi, je pense que tu avais fait à la base des études de droit. Peut-être t'en es venu comment c'est venu comment pour toi l'écriture dans ton parcours? L'écriture, ça a toujours été un peu présent dans ma vie. Donc j'écrivais, c'est drôle, mais j'ai commencé par des posts Facebook et c'était ma manière de... En premier lieu, c'était des petites histoires que j'écrivais dans mes cahiers à Thomas que je partageais aux gens de ma classe. Et puis après, Facebook est arrivé. Ouais, parce que je suis de 92. Donc voilà, donc on voit le... Et je trouvais ça génial, c'était comme un blog comme ça, mais en direct. Et je trouvais que la forme était chouette, donc j'ai longtemps utilisé ça comme outil, aussi étonnant ça puisse être. Et puis après ça, mais à côté, oui, effectivement, j'ai fait des études de droit, et puis j'ai travaillé dans l'associatif. Et je pense qu'il y avait une forme de joie, parce que je crois que même si on sac un peu ce milieu-là, les associations sont hyper importantes à Bruxelles, et en même temps, ce sont des boulots qui nous bouffent réellement. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai arrêté parce que j'étais simplement épuisée. Donc voilà. Et pendant ce congé maladie, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une frustration quelque part de... Est-ce que si tu devais vraiment vivre la vie que tu voulais, ce serait celle-là, à 300%, genre, est-ce que tu peux... Et j'aimais bien ma vie, mais en même temps, il me manquait quelque chose. Et je pense que la dimension artistique me manquait énormément, de pouvoir l'explorer, de pouvoir la vivre. Et je me suis lancée un peu un pari de dire, OK, je me laisse 3 ans. Et si en 3 ans, ça ne marche pas, si je vois que j'arrive à rien, alors je reprendrai un métier, je ne veux pas dire normal, parce que je pense que chaque métier a sa particularité, mais je referai marche arrière, quoi. Mais je me laisse 3 ans pour essayer et tenter. Et voilà. Félicitations. Merci. Ouais, c'est un petit pari, mais c'est cool. Je lirai un autre extrait. Poser mes lèvres dans tous tes plis, ce qu'on voit et ce qu'on cache, si tu veux bien. Poser mes lèvres dans tous tes plis, avec la même douceur appliquée que sur du papier tabac. L'été arrive comme une énième éternité, avec la même odeur de goudron chaud et d'imaginaire en fugue qui s'évapore. Odeur de peau fleurie et parfum d'herbes fraîches, se bidouiller des cavales sur les chemins qu'on fait 1000 fois, ceux qui tournent en boucle, comme la lessiveuse. Merci d'avoir choisi ces passages-là, je les aime beaucoup aussi. Ah, trop bien. Tu veux en dire un mot ou pas j'ai inséré entre chaque chronique des poèmes comme ça, c'était en accord avec Mélanie Godin, qui est mon éditrice. Parce qu'on se disait, c'est chouette, c'est des moments de respiration, ils sont beaucoup plus courts. Et donc ça permet de faire des pauses dans le recueil. Et en fait, ce sont des extraits d'un premier recueil auto-édité qui s'appelle D'aussi longtemps que je me souvienne. Je me suis pensée au masculin pour embrasser les filles. Il est méga long le titre, mais je trouvais ça drôle de faire un titre. T'as gagné le prix Fintro, je pense, en 2024. Oui, c'est ça, comme ça. Ouais. Exactement. Et du coup, elle trouvait ça chouette de pouvoir réinsérer des extraits du précédent dans le nouveau. Et on s'est un peu demandé comment on allait construire ça. Et donc il y a quand même tout un cheminement de... j'ai choisi beaucoup de poèmes d'amour, mais l'amour... pas seulement l'amour amoureux, mais aussi l'amour communautaire, l'amour familial. Il y a un poème qui s'appelle Mes oncles, par exemple, aussi. Le désir, etc. Donc c'est toutes des choses que j'explore et qui... Enfin, voilà. L'amour sur toutes ses couches, quoi. Voilà. Ah, il y a le bus qui arrive, il y a 52. Ouais, si ça va. Ouais.
Et t'en parlais un peu plus tôt, hein, ton livre il parle de communauté, d'identité, de ta famille, tu mentionnais tes oncles et tes tantes, ton livre il parle aussi beaucoup du Congo. Peut-être c'est quoi justement ton rapport aujourd'hui au pays, ton livre il parle de ça aussi, hein. Est-ce que tu y vas encore aujourd'hui ? Ben ouais, on y allait en fait, c'était vraiment une chance. Au début je m'en rendais pas compte, mais on y allait tous les étés. Et ça a été assez magique, je pense, d'avoir cette opportunité-là dans l'enfance. Parce que du coup, on se retrouve... Kinshasa à Bruxelles, forcément, comme on peut se l'imaginer, c'est presque complètement opposé aussi, en termes d'ambiance, d'atmosphère. Et donc, je pense que pour l'imaginaire d'un enfant, tu vois, c'est génial. Et c'est intense. Et donc, du coup, on capte pas mal de choses. On est un peu des éponges, quoi. Et puis, c'était juste des grands espaces de jeu. Enfin, mon grand-père, il a une ferme aussi. Aux abords de la capitale, et donc du coup ça m'a beaucoup imprégné, je pense. En grandissant, je me suis dit ouais, mais en fait c'est presque comme si c'était devenu que c'était resté la ville un peu de ma famille, la ville de mes grands-parents, et on allait là-bas pour leur rendre visite, mais comment je peux me réapproprier cette ville-là, parce qu'un jour ils vont disparaître, et je me suis dit est-ce que j'aurai toujours la légitimité entre guillemets de retourner là-bas, étant donné que j'y vis pas, étant donné que c'est pas mon quotidien, quoi. C'était vraiment des sas estivaux d'y aller. Du coup oui, je me suis dit allez, il va falloir que je me réapproprie la ville et que je la rencontre en étant adulte, avec un regard d'adulte, et en créant mon propre réseau là-bas. Donc j'ai fait 7 ans sans y aller, et puis j'y suis retournée une première fois il y a 2 ans. C'était dans le but de rencontrer des artistes, de faire un stage de dramaturgie sur place. Et puis après, j'ai trouvé ça vraiment trop riche, quoi. J'y suis restée, voilà, ça c'est des trajets Steve. on est balancé. Et après, et là j'y suis retournée en décembre. Et j'aimerais bien y retourner chaque année, vraiment reprendre ce pli-là, mais en ayant mes propres trajets, mes propres points de chute, quoi. C'est ça. Tu sais nous dire peut-être où est-ce qu'on est ici maintenant ? Ouais, là on est en train on est devant le skatepark un peu iconique de la ville. Alors c'est un endroit, moi j'ai jamais pu faire du skate, et ça c'est un grand regret. J'ai toujours trouvé que les skateurs avaient un flow incroyable et tout. Et donc du coup de temps en temps tu viens et tu regardes un peu et tu te dis ah si seulement, mais voilà. je pense qu'à un moment il faut renoncer à ça, mais voilà, et je trouve ça intéressant qu'il y ait des espaces où on peut se rencontrer, des espaces communautaires dans la ville aussi. Ce serait dommage parce que à un moment donné, je sais pas si tu as remarqué, mais en regardant autour de moi, j'étais là, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de bancs. Il y a peu de bancs dans l'espace public, peu d'endroits où on peut vraiment s'arrêter. Et voilà, donc je sais pas s'ils ont disparu ou s'il y en a jamais eu assez. Mais du coup, avoir ces espaces-là où en fait, tu peux t'arrêter en plein cœur d'un mouvement urbain permanent, ça je trouve ça gai. Et puis en plus c'est l'entrée des Marolles, et donc voilà, c'est assez symbolique. Là tu parles de dialogue, on parlait de communauté avant, et dans ton livre c'est aussi très présent dans ces questions, notamment la peur de rupture, de dialogue entre toutes ces communautés finalement qui composent la société aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Mais en fait je sais pas si la société a changé, ou si juste on a un regard différent qui est porté dessus, parce qu'on va chercher nos informations on a tous des sources différentes, et donc du coup ça crée une sensation en tout cas pour ma part, une sensation de fracture, de dire on vit dans des réalités qui sont de plus en plus différentes et qui nous enferment. Une fois sur BX1, je parlais il n'y a plus de réalité commune, et je pense que d'un côté, heureusement qu'on peut remettre en cause une sorte de récit qui nous serait imposé, une sorte de récit national, etc. Et de l'autre côté, ce récit, il avait quand même une fonction. D'une certaine manière, il faisait la société, entre guillemets, puisque on croyait un peu aux mêmes choses, on avait l'information qu'on analysait de la même manière, etc. Donc il y a des nuances à apporter évidemment dans ce que je dis, parce qu'il y a des réalités qui étaient invisibilisées et silenciées, et en même temps de l'autre côté on arrivait à faire corps quand même, quoi. Et dans le recueil je parle beaucoup de cet exemple du JT. Moi c'était des moments marquants, parce que je suis un enfant des années 2000, et donc du coup il y a un peu ce truc de le soir c'était JT, quoi, à la maison. Et donc l'information, c'était ce qui est dit, et c'était un truc sérieux, c'était pas quelque chose qu'on pouvait discuter. Aujourd'hui,
tu lis un journal, tu écoutes la radio, tu as une info, et dès que si t'es pas d'accord, tu vas dire mais c'est trop orienté à gauche ou c'est trop orienté à droite, etc. Et c'est vrai, il y a une polarisation aussi dans les médias qui s'est faite de plus en plus. Où je vais avec ça. Et donc oui, c'est ça. Et donc cette question de la fracture-là, je la sens énormément dans ça, beaucoup. Toute réalité, elle doit être commentée, elle doit être discutée. C'est comme si on ne mettait en avant plus que les antagonismes. Et donc du coup, cette notion d'appartenance qui m'est chère quand même, de dire j'appartiens à la communauté queer par exemple, je suis à la communauté congolaise, etc. D'une certaine façon en tout cas. Mais de l'autre côté, c'est dommage que ces appartenances-là empêchent la véritable rencontre. Maintenant, je me demande si c'est quelque chose qui est vraiment répandu dans la société ou si c'est des idées qui nous sont balancées. Je me demande si la rencontre est toujours possible, si au-delà de nos appartenances respectives, on peut continuer en fait à se rencontrer. Est-ce qu'on a envie de faire société ensemble ? C'est quand même des questions qui me taraudent pas mal. De dire en fait, on est dans le même espace, sur le même territoire, on suit les mêmes règles, on parle la même langue. Enfin, en Belgique, il y en a 3, et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on est une société, quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on est belge ? Qu'est-ce qui fait que... Et surtout quand c'est remis en question pour certaines communautés, etc. Et de dire, mais en fait, je refuse d'adhérer à ce récit qui m'empêcherait de me dire belge. De dire, moi, je suis parce que je suis les deux, quoi. J'ai grandi ici, j'ai été éduquée en Belgique. Je suis passée dans les écoles ici, etc. Et donc ça a forgé quand même une certaine conception du monde qui m'empêche de dire que je suis congolaise, quoi. Ce serait pas vrai, je suis belgo-congolaise. Voilà, ça fait pleinement partie de mon identité. Voilà. Et juste pour rebondir, tu parlais de la communauté queer, tu étais aussi, je pense, la coprogrammatrice du festival Pink Screen depuis plusieurs années, je pense. Je sais pas si tu peux nous dire un mot sur ce festival un peu emblématique quand même de Bruxelles. Mais là, on va fêter les 25 ans. Il a été confondé en 2001 et l'idée à la base c'était d'avoir des représentations un peu différentes et positives, de se réapproprier en tout cas les récits LGBTQIA+, en allant dénicher des films, et ça a été fondé par des passionnés, donc, dont un des membres au départ c'était Jacques Paulus. J'en parle parce qu'il est toujours un peu un des piliers de la programmation. Pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas c'est un grand cinéphile et il a quand même une vue comme ça, quand même sur tout ce qui s'est fait tout au long des années sur la production cinématographique queer, et c'est toujours très intéressant. C'est porté en tout cas par ce regard-là, qui est agrémenté par les nombreux et nombreuses bénévoles qui sont passés dans l'association en 25 ans, parce qu'il faut savoir que le Pink est entièrement bénévole, ce qui est vraiment très rare en fait aujourd'hui, voire j'ai l'impression qu'on est un des seuls qui fonctionne encore comme ça. Et donc c'est aussi ça, mais ça dit beaucoup de la volonté de s'investir aussi autrement dans sa ville, quoi. Et voilà. Et puis le Pink, évidemment, il évolue, je pense que parce que le rapport aux identités queer, il a évolué aussi dans la société. Avant, je pense qu'on parlait beaucoup de gays, lesbiennes, bi, et puis en fait, il y a quand même mettre en avant les réalités trans aussi, surtout que les personnes trans, aujourd'hui, elles prennent cher. J'ai l'impression que la transphobie, c'est quelque chose qui s'est exacerbé et qui est complètement décomplexé. Et donc c'est aussi ça, c'est de dire en fait c'est une communauté qui est très multiple, avec des réalités multiples et des violences qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et puis dedans évidemment il y a des sous-couches, c'est-à-dire que si vous êtes une personne non valide, si vous êtes une personne pauvre et que ça se juxtapose à cette identité queer, vous vivez encore d'autres violences, quoi. Donc le festival, il a dû aussi évoluer, et je pense que le cinéma, il a évolué aussi sur ces représentations-là, parce que les récits sont plus divers que les grandes cases qu'on connaissait avant. Voilà. Et dans ton livre, tu abordes aussi un autre aspect, c'est celui de l'identité, de comment elle se compose justement lorsqu'on appartient à ces différentes communautés qui représentent du coup pas forcément la même chose. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce qu'on compose avec ça ? Mais je pense que c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que c'est compliqué quand on essaye de s'ancrer dans des moules. C'est parce qu'à un moment donné, je pense que comme on disait tantôt, il y a plein de communautés, et pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Et chaque communauté a ses propres codes, et parfois ces codes, quand on appartient à différents groupes sociaux, il y a parfois des codes qui
sont opposés ou qui ne matchent pas forcément ensemble. Et donc ça pose parfois des questions de comment moi j'arrive à construire mon identité, ma complexité en fait, dans quoi elle arrive à s'insérer pleinement. Et je crois que pour y arriver, il faut juste renoncer, quoi. Il faut juste se dire, en fait, oui, je suis queer, je suis noire, je suis aussi plein d'autres choses. J'aime le cinéma, j'aime le théâtre, j'aime le chocolat. Enfin, il y a plein de choses qui me composent. Et donc, je dois pouvoir arriver à incarner ce que je suis. Voilà, il n'y a personne qui peut nous incarner. Je veux dire, on est tous et toutes des singularités. Et c'est ça aussi, je crois qu'on a peut-être un peu perdu de vue, c'est qu'en parlant des violences systémiques et en disant, qui nous ont poussé à mettre des gens un peu dans des cases, dans des catégories. Mais d'un côté, c'était aussi une nécessité, je pense, à un moment donné, de pouvoir identifier certaines violences. Mais on ne peut pas se limiter à ça. En fait, on ne peut pas se limiter à dire, un mec blanc 6-7 de 50 ans, et voilà. Et donc, du coup, je présuppose que... et donc présupposer de ce que la personne est ou comment elle va agir parce qu'elle appartient à telle catégorie. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'on doit pouvoir mettre la nuance et rester vigilant aussi fort. De dire dénoncer, c'est bien. Être très attentif aux dominations de la société, évidemment, nécessaire. Mais de l'autre côté, enfermer, présupposer, juger et donc du coup s'empêcher en fait de cette rencontre, se vivre ensemble et s'empêcher de prendre l'eau dans son entièreté. Moi, je trouve que c'est peut-être la limite qu'on a peut-être franchie et qu'il faut peut-être faire demi-tour. Voilà. Ça aussi. Ok. Ouais, c'est ça. Combo, c'est ça. Ah ben on y est. Voilà, nous y sommes. Hein. Franchement, on a traversé donc Gare Centrale, on a traversé les Marolles et puis après un peu de Saint-Gilles, le Parvis d'ailleurs, qui est un autre lieu emblématique pour se poser, prendre des verres avec les copains. Et puis là, on arrive un peu à la frontière, on est à Forêt. Donc on arrive un peu dans le sud de la ville petit à petit. Merci beaucoup pour le trajet. C'était Bruxelles en traverse, réalisé par Géopolis avec la STIB.